Actualité Centre-Ville. Tous les matins, 9h, l'équipe de la Salle des Nouvelles vous donne rendez-vous avec l'actualité. Qui fait quoi? Quand? Où? Comment et pourquoi? La réponse à toutes vos questions avec nos journalistes et chroniqueurs. Actualité Centre-Ville, parce que vous avez droit à des nouvelles de qualité. 17 août 2022, l'heure du radio-journal de Radio Centre-Ville. Ici, Judith Oscar Dorsan. Voici les titres. Elle a traversé 14 pays et dû faire face à la mort pendant son trajet pour s'installer au Québec. L'histoire émouvante de cette immigrante vous sera racontée dès le début de ce radio-journal. Le cardinal Mac Ouellet, potentiel remplaçant du pape François, visé par des allégations d'agression sexuelle. On en parle tantôt. Un an plus tard, des Afghans continuent à rêver de s'installer au Canada. La situation socio-économique semble s'empirer dans le pays gouverné par les talibans. Un Québécois d'origine afghane témoigne dans nos micros. Dans l'international, le président russe Vladimir Poutine fait l'éloge des armes russes. Dans la minute juridique de ce mercredi, Grace-Laure Tabaka continue à explorer la question de profilage racial à l'égard de la loi. Voilà pour le menu de ce radio-journal. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville. Votre radio. Faites un don. Soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Bienvenue à cette édition d'Actualité Radio Centre-Ville. Histoire de résilience et de détermination digne d'un film hollywoodien. Elle a dû traverser 14 pays de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud dans des conditions surhumaines et exposée à des dangers de tout genre. Madame Y, comme on va l'appeler dans ce grand reportage, est aujourd'hui bien installée au Québec. La jeune femme enceinte de 3 mois maintenant raconte son histoire émouvante au micro de notre collègue David Mézy. Reportage. Nous sommes ici au Centre des femmes interculturelles Claire, situé à Montréal-Nord. Madame Y, comme d'habitude, vient pour y trouver de l'aide entre un café et un gros sourire aux lèvres. Elle décide de nous raconter son parcours en tant qu'immigrante. Je viens de Cabaret en Haïti. Je suis partie au Chili en juillet 2017. On est parti de Chili. On fait 2017 la Chili, 2018, 4 janvier 2019. Je suis restée jusqu'au 4 janvier 2019 où j'ai pris le chemin pour me rendre à Miami à pied. Basé Chili, basé Pérou, basé Équateur. De Chili, je suis passée par Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala pour me rendre au Mexique où j'ai passé 2 mois. Puis j'ai traversé aux États-Unis où je suis restée pendant 10 mois. J'ai laissé les États-Unis le 29 février. Près de 14 pays résument la grande traversée de Madame Y pour arriver au Canada. Je suis arrivée ici en septembre 2020. Alors que je suis à la frontière, on commence à parler de la pandémie. J'étais enceinte de 5 mois environ. Débarquer sur cette terre, entre le doute, l'espoir et la satisfaction, elle nous raconte encore les difficultés auxquelles elle était encore confrontée. Une amie m'avait sous-loué une chambre à cause de la maladie. Je ne pouvais pas trouver une maison. Avec 7 mois de grossesse sans médecin, je me suis rendue à Praïda qui m'a trouvé un pédiatre. C'est une femme enceinte qui a marché pendant plusieurs jours, traversé plusieurs pays, qui a débarqué au Canada. Pour mesurer la grandeur de son combat, revenons un peu en arrière. Elle nous raconte la plus grosse des difficultés auxquelles elle était confrontée sur le chemin. En Colombie, après avoir traversé une première mer,
À la deuxième, on nous a dit qu'il fallait attendre 10 heures du soir pour traverser un autre dans un petit canoë avec les enfants. De plus, on ne savait pas si on devrait porter les enfants dans un sac. L'eau était très agitée. En descendant, un monsieur croyait que Neyou était morte. J'ai dû la secouer pour la réanimer. C'était mon plus grand cauchemar. Entre la mer agitée et un enfant à sauver et l'espoir de retrouver la terre ferme, les péripéties de Madame Y n'étaient pas encore finies. Une fois descendu, on vous demande de courir dans les épines et les fils de fer, prétextant qu'il y a de la police. Pourtant, c'est faux. Ils veulent juste vous dépouiller de vos effets personnels. De milliers d'exilés malgré le mal du pays. Aujourd'hui, pour Madame Y, tout va mieux. Elle est même fière de son parcours. Je me sens à l'aise, c'est mieux, je travaille, je peux me procurer de quelque chose si j'en ai besoin. En mars 2020, au début de la pandémie, le gouvernement de Justin Trudeau avait fermé le chemin Roxham. La grande majorité des migrants qui s'y présentaient étaient aussitôt renvoyés aux États-Unis. Mais tout a changé. Principalement haïtiens ou nigérians par le passé, les demandeurs d'asile qui se présentent désormais à Roxham Road ont des origines désormais très variées. Ils viennent pour la plupart de Turquie, de Colombie, du Venezuela, du Yémen et du Soudan. Nuit et jour, ils arrivent en taxi par dizaines, quotidiennement, au bout de cette route située à la périphérie du paisible village de Champlain, en provenance principalement de Plattsburgh, à environ 40 km au sud. La conclusion d'une coûteuse expédition qui a commencé pour Madame Y, à pied, par autobus, transport maritime, transport privé, jusqu'à atterrir ici, au Canada. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté? Pour Radio Centre-Ville Montréal, David Mézy. Pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Une autre histoire, cette fois moins résiliente, c'est le dossier du cardinal McWillett. Il est visé par des allégations d'agression sexuelle. Bien placé dans la hiérarchie catholique et même pressenti pour succéder un jour au pape François, son nom est figuré dans un document rendu public dans le cadre d'une action collective. Écoutez ce reportage de Sylvie Fournier de Radio-Canada. La jeune femme était stagiaire en pastoral au diocèse de Québec lorsque les faits se seraient produits entre 2008 et 2010. Et là, il m'a agrippé et là, les mains dans le dos qui sont descendues quand même assez basses. Assez envahissant pour quelqu'un qui est mon supérieur, qui est l'archevêque de Québec. Massage des épaules, caresses dans le dos jusqu'aux fesses, étreintes, embrassades, des contacts intrusifs qui rendaient la jeune femme mal à l'aise. C'était de plus en plus envahissant, de plus en plus intense, au point où je me suis mis à arrêter d'aller aux événements, à essayer d'éviter le plus possible d'être en sa présence. Ces propos coïncident avec les allégations contenues dans les documents rendus publics aujourd'hui. Si les gestes reprochés au cardinal peuvent sembler moins graves que ceux posés par d'autres, il ne faut pas les banaliser, d'autant plus qu'ils auraient été posés dans un contexte d'abus de pouvoir, explique l'avocat des demandeurs, Alain Arsenault. Il est difficile d'imaginer qu'une personne de son intelligence, dans un positionnement dans lequel il est, qui ne pouvait pas ignorer ce qu'il faisait et les conséquences que ça pouvait avoir. La jeune femme a mis 10 ans avant de relater sa version des faits au comité conseil sur les abus sexuels du diocèse de Québec, qui l'a invitée à porter plainte directement à Rome. Une rencontre a eu lieu avec un émissaire du Vatican, mais 1 an plus tard, la plaignante attend toujours ses conclusions. Ici Sylvie Fournier, Radio-Canada, Montréal. La porte-parole de l'Association des jeunes victimes de l'Église se dit ne pas être surprise de telles accusations. Suzanne Tremblay affirme dans une entrevue à LCN qu'elle et d'autres victimes savaient que ça allait sortir. On l'écoute. Tous les membres de l'Église catholique, de près ou de loin, ont commis par silence, par omission, ils ont été complices. Alors, peu importe ce qui a pu se passer, la majorité, écoute, moi je dirais
90% des prêtres de l'Église catholique. C'est dommage pour ceux qui étaient des vrais prêtres et qui n'ont rien fait. Mais depuis des millénaires, l'Église catholique commet des atrocités, des horreurs. Alors, on ne peut pas être surpris par ce qui va sortir. Puis ça fait pas longtemps qu'on peut parler, puis qu'on peut dire la vérité et qu'on peut avoir du soutien dans ce sens-là. Les lois ont beaucoup changé. La justice nous aide beaucoup plus qu'avant. Et on a beaucoup plus d'ouverture pour se faire entendre, pour dire, pour déclarer ces choses-là. Autrefois, on ne pouvait pas, mais pour le savoir dans ma jeunesse, comment j'étais ostracisée et battue et traitée de tous les noms parce que je voulais dire la vérité des abus qui avaient été commis par l'Église catholique à notre endroit. D'autres nouvelles, la vaccination, le mot-clé pour le gouvernement Legault à l'approche de l'automne. La santé publique lance dès mardi une nouvelle campagne. Les Québécois âgés de 75 ans et plus peuvent déjà prendre rendez-vous pour obtenir une nouvelle dose de rappel contre la COVID-19. Le personnel de la santé pourra aussi profiter de cette période de priorité. Nelson Joseph a préparé ce qui suit. C'était en conférence de presse que le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné entre autres de Christian Dubé, ministre de la Santé, du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, et la présidente du comité sur l'immunisation du Québec, Caroline Quach, a confirmé mardi le démarrage d'une nouvelle campagne massive de vaccination contre la COVID-19 qui sera ouverte à l'ensemble de la population adulte dès la fin de ce mois d'août. Tous ceux qui ont eu leur dernière dose il y a 5 mois sont éligibles à recevoir une autre dose qu'on appelle dose de rappel. Si toutefois vous avez eu la COVID, il faut attendre 3 mois, précise le ministre de la Santé publique, M. Christian Dubé. La nouvelle campagne, elle est massive, mais on la fait par étapes. Si ça fait 5 mois ou plus, c'est assez clair, allez chercher, que vous avez eu une dose, allez chercher votre dose de rappel. Si vous avez, par exemple, eu votre dernière dose au printemps et que vous seriez éligible incessamment à avoir votre rappel, mais que malheureusement, au cours des derniers mois, dernières semaines, vous avez eu la COVID, il est clair qu'il est préférable d'attendre le délai de 3 mois. Le délai que l'on recommande d'attendre après une dose qu'on a eue, que ce soit la 3e, la 4e dose, même la 2e dose, c'est d'attendre 5 mois. 2 dates à retenir à compter de lundi prochain pour les 60 ans et plus, puis à compter du 29 août pour les 18 ans et plus. Et si on voyait que la prise de rendez-vous ne va pas assez rapidement, on s'ajustera, mais notre priorité, c'est de s'assurer qu'il y a une préférence pour les gens qui sont plus âgés. Pas de mesures imprévisibles obligatoires qui s'ajoutent aux exigences faites par les autorités face à la COVID, rassure M. Legault. La santé publique ne recommande pas de mesures obligatoires et prévoit pas en septembre avoir à en recommander. Par contre, la santé publique et puis aussi le SIC à l'INSPQ qui fait des recommandations à la santé publique reste toujours libre de faire des recommandations au gouvernement pour mettre des mesures obligatoires. Juste être bien sûr, là, ça fait 2 ans et demi, on suit les recommandations de la santé publique qui est indépendante. Ça va continuer dans les prochains mois, mais pour l'instant, même de façon prévisible, il n'y a pas de mesures obligatoires qui s'ajoutent. Donc, un message simple aux Québécois, ça fait 5 mois que vous avez reçu votre dernier vaccin, allez-vous chercher une dose de rappel, je compte sur vous. La campagne de vaccination permettra, selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, de vacciner jusqu'à 300 000 Québécois par semaine, un nombre qui pourra être ajusté en fonction des besoins. Par ailleurs, M. Dubé a déconseillé aux Québécois d'attendre avant d'aller chercher leur nouvelle dose, malgré le développement de nouveaux vaccins ciblant principalement le variant Omicron. Nelson Joseph, Radio Centre-Ville,
Montréal. Un an après le retour des talibans au pouvoir, les choses ne semblent pas s'améliorer en Afghanistan. La sécurité reste précaire et les droits des femmes loin d'être acquis depuis que les Occidentaux ont quitté ce pays. Les différents groupes armés commettent toujours des attentats et font beaucoup de victimes, selon un Québécois d'origine afghane. Zabi et Yanat Zada étaient au micro de notre collègue Ismaïl Mbonigaba. Afghanistan, aujourd'hui, ça va très mal depuis la dernière année, après l'arrivée des talibans au pouvoir, ça va très mal, de mal en pire, si je peux dire, surtout en ce qui concerne les femmes. Les femmes afghanes, les jeunes femmes, les jeunes filles, qui n'ont plus accès à l'école ni au marché du travail. Et même quitter la maison, c'est très difficile et dangereux pour ces femmes-là. J'ai encore de la famille à Kaboul. Je leur parle chaque semaine ou à chaque 2 semaines et ils me disent que ça va très mal. Il y a beaucoup de pauvreté. Presque 95% de la population afghane aujourd'hui vivent une situation dramatique, même pour avoir un repas par jour, c'est pas évident. Alors, il n'y a pas d'emploi. Côté sécurité, les talibans disaient qu'il allait instaurer la paix en Afghanistan, mais c'est le contraire. Concernant la promesse du Canada d'accueillir 40 000 réfugiés afghans, M. Zada souligne que moins de la moitié ont pu obtenir un visa. De plus, des Afghans installés au Québec quittent la province à cause de la langue et surtout d'intégration en emploi. Zabi et Yanat Zada, toujours au micro d'Ismaïl Mbonigaba. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que le Canada a décidé de mettre fin à ce programme-là, mais ils disent que par d'autres moyens, les Afghans peuvent toujours immigrer au Canada, mais les autres portes aussi sont vraiment sont fermées, si je peux utiliser ce mot-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités présentement pour les Afghans de faire, puis qu'ils puissent faire la demande et de venir ici au Canada. J'ai ma tante et ma cousine à Kaboul, écoutez, 2 femmes seules. Mon oncle est décédé, alors ma tante avec ma cousine sont là. J'essaie de les faire venir ici. Ma famille et moi, on va garantir tout, leurs dépenses et tout, mais c'est impossible. Alors ces 2 femmes-là sont à Kaboul. Ma tante est à sa retraite et ma cousine qui a une formation universitaire, elle a 27 ans. C'est le temps de la chronique, la minute juridique avec Grace-Laure Tabaka. Bonne audition. Et maintenant, la minute juridique avec Grace-Laure Tabaka. Bienvenue dans ce 2e épisode de la minute juridique. Mon nom est Grace-Laure Tabaka, juriste et directrice des opérations à la clinique juridique du Grand Montréal. Nous allons poursuivre dans notre série sur le profilage racial et aujourd'hui, je vais vous parler des composants du profilage racial et comment le reconnaître. Nous allons nous focaliser sur la définition conforme aux interpellations policières. Et dans de prochaines éditions, de prochaines séries, nous aborderons les autres facettes du profilage racial, comme au milieu professionnel ou les discriminations au logement. Alors, dans le précédent épisode, nous avons donné une définition. Je vais revenir dessus. Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui reposent sur des facteurs d'appartenance réelle ou présumée tels que la race, la couleur, l'origine ethnique, nationale, la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou à un traitement différent. Là, je viens de vous lire la définition. Ça veut tout simplement dire que si vous faites arrêter par un policier, si vous subissez une interpellation et que le policier, vous n'avez commis, supposons que vous êtes au volant de votre voiture, vous n'avez commis aucune faute. Vous n'avez pas brûlé de feu rouge, vous n'avez pas fait un excès de vitesse, mais que vous faites interpeller par des agents de la paix, donc des policiers.
et vous subissez un contrôle un peu abusif. L'agent de paix demande vos papiers, mais ensuite procède à une fouille corporelle sans motif, sans vous dire pourquoi. Et que vous êtes une personne d'une communauté racisée, par exemple, vous êtes noir, vous êtes latino ou vous êtes une personne autochtone, à ce moment-là, il se peut bien que vous soyez victime de profilage racial. Et quelles sont les composantes du profilage racial? Il faudrait qu'il y ait une action. La première composante, une action. Il faudrait que vous subissiez une action. S'il n'y a pas d'action, on ne peut pas parler de profilage racial. Deuxièmement, il faudrait que l'action que vous subissez, l'action dont vous êtes victime, soit prise, soit commise par une ou des personnes en position d'autorité. Dans le cas de cette série, on parle notamment des personnes d'autorité comme la police. Que cette action soit prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public. Quand on fait des interpellations policières, c'est pour assurer justement la sécurité des personnes, pour s'assurer que le code de la route soit respecté. Donc, c'est pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection publique. Il faudrait que l'action dont vous êtes victime soit appliquée de manière disproportionnée, comme un peu l'exemple que j'ai donné précédemment. Il faudrait que vous soyez une personne ou un groupe de personnes visées, donc une personne racisée. Il faudrait que vous soyez une personne ou un groupe qui se distingue par des caractéristiques comme, on a parlé de la race, de la couleur, l'origine ethnique ou la religion. Il faudrait que la mesure que la personne en autorité va appliquer à votre cas ait été sans motif raisonnable. Vous n'avez pas brûlé de feu rouge, vous rouliez tranquillement et vous êtes fait arrêter et avez subi une fouille corporelle sans comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour cet épisode, ce qu'il faut retenir, ce sont les quatre composantes du profilage racial. Une action prise par une ou des personnes en position d'autorité pour des raisons de santé, de sécurité et qu'elle soit appliquée de manière disproportionnée, que vous recevez un traitement différentiel. C'était un plaisir de pouvoir partager cela avec vous aujourd'hui. Mon nom est Gracelor Tabaka et à la réalisation, j'ai été accompagnée par Jean Etchom Dorsan. Merci et à très bientôt. C'était la Minute Juridique avec Gracelor Tabaka. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville, votre radio. Faites un don, soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Bienvenue à la page internationale du Radio Journal. Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi que Moscou était prêt à vendre des armes de pointe à ses alliés dans le monde entier. L'homme fort du Kremlin souligne que son pays peut développer de la technologie militaire. Une annonce qui arrive près de 6 mois après le début de la guerre en Ukraine, dans laquelle son armée a obtenu des résultats moins bons que prévus. Suivez ce reportage de RFI. Nous sommes prêts à proposer à nos alliés et partenaires les types d'armes les plus modernes, a insisté Vladimir Poutine, soulignant en pleine guerre en Ukraine que ces armes ont été quasiment toutes employées à maintes reprises dans des conditions de combat réelles. Et le président russe d'affirmer que Moscou a beaucoup d'alliés, entendez de clients potentiels, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, pour ces armes, je cite, appréciées partout dans le monde. Pourquoi Vladimir Poutine défend-il aussi vigoureusement l'industrie russe de l'armement ? Peut-être parce que la guerre en Ukraine dure bien plus longtemps que Moscou ne pensait, avec certaines armes, notamment en termes de défense aérienne, qui ne semblent pas fonctionner aussi bien que prévu, sans parler des lourdes pertes en hommes, ce qui, selon certains analystes, pourrait rendre l'industrie de l'armement russe moins attrayante. Une industrie qui pourrait être aussi pénalisée par les sanctions occidentales,
blocage des circuits financiers, mais aussi de composants étrangers inaccessibles à l'importation. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, la Russie a été, entre 2017 et 2021, le deuxième exportateur d'armes dans le monde, avec 19% du marché mondial et des ventes en baisse ces dernières années. Guerre en Ukraine, une base russe en Crimée a été attaquée. L'offensive est qualifiée de sabotage par la Russie. Une attaque survenue dans un contexte où des bombardements russes en direction de la plus grande centrale nucléaire d'Europe attirent l'attention. Suivez ce reportage de Lise Villeneuve de Radio-Canada. Pour la deuxième fois en 2 semaines, une base russe en Crimée est la cible de bombardements. Cette fois, c'est un entrepôt de munitions qui a été visé, entraînant l'évacuation de 3000 personnes des environs. Nous savons qu'il s'agit de sabotage, soutient le gouverneur de la région, annexée par la Russie en 2014. Comme la semaine dernière, lorsque des avions russes ont été détruits en Crimée, on soupçonne les forces ukrainiennes d'être derrière ce coup d'éclat non revendiqué. Cela indiquerait un tournant important dans la contre-offensive menée par Kiev. Par ailleurs, la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia, endommagée par des bombardements, continue d'être préoccupante. Nous devons arrêter de parler et commencer à agir face à cet État terroriste, dit le président ukrainien. La communauté internationale doit faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse ce chantage atomique, ajoute-t-il. Sur une note plus optimiste, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU a quitté un port ukrainien ce matin. Le Brave Commander doit transporter 23 tonnes de céréales vers l'Afrique, qui en a grandement besoin. Une quinzaine d'autres navires commerciaux ont déjà réussi à prendre la mer Noire depuis le mois dernier en vertu d'un accord intervenu entre Kiev et Moscou. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Nous sommes au terminus. Merci d'avoir fait le voyage avec nous. Rendez-vous demain 9h pour une édition similaire. Ce journal est coordonné par Jean-Étienne Dorsan, mais réalisé avec l'appui de toute l'équipe. Mon nom est Judith Oscar Dorsan. Actualité Centre-Ville. Tous les matins, 9h, l'équipe de la Salle des Nouvelles vous donne rendez-vous avec l'actualité. Qui fait quoi? Quand? Où? Comment et pourquoi? La réponse à toutes vos questions avec nos journalistes et chroniqueurs. Actualité Centre-Ville, parce que vous avez droit à des nouvelles de qualité.